J'achète une maison aux enchères et ça tourne mal, épisode 2. Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre d'Enchères Immo Club. Dans la continuité d'une série de 5 vidéos qui portent sur des personnes qui ont participé aux ventes aux enchères, qui ont fait des acquisitions et qui malheureusement se sont soldées par des échecs. Pour rappel, cette série de vidéos n'a pas pour objectif de rire du malheur des autres, parce que tout simplement, ça peut être toi comme ça peut être moi. L'idée, c'est de comprendre ce qui s'est passé et essayer de tirer de leçons et surtout nous améliorer sur comment on participe dans les ventes aux enchères. Aujourd'hui, le cas qu'on va étudier, il s'agit d'un jeune couple qui a fait l'acquisition d'une maison en août 2016. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un post qui a été publié sur un forum d'entraide sur les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Comme vous pouvez le voir, le post est assez long. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots, un peu éparpillés dans tous les sens. On sent que la personne qui a rédigé ce mail était tout simplement paniquée. Donc, je vais vous épargner cette prose mirifique et on va passer directement à la synthèse de ce qui est dit dans ce post. En fait, comme je le disais, pour synthétiser ce qui a été posté sur ce forum, c'est un couple qui souhaite acquérir une maison via les ventes aux enchères immobilières judiciaires avec pour objectif d'en faire un investissement locatif. Concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent en fait acheter une maison, rénover la maison, la mettre en location, transformer le garage en appartement et mettre également cet appartement en location. Sur le papier, c'est très bien pensé, c'est exactement ce qu'il faut faire parce que dans ce type de cas, s'ils arrivent à avoir une maison en dessous des prix du marché et ils arrivent à mener à bien leur projet, ils vont faire un rendement exceptionnel. Quand je dis ça, je dis bravo. Ensuite, ils continuent à bien faire les choses, ils vont rencontrer leur banquier pour s'assurer que celui-ci peut les financer dans leur projet. Donc, ils discutent avec la banque. La banque dit oui, malgré le fait que ce jeune couple, très conscient de leur situation financière, leur dit attention, on a telle situation financière, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez nous financer? La banque dit oui, elle insiste même pour les pousser à investir. Pour rappel, leur situation financière est la suivante. Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeune couple. Ils travaillent sûrement parce que bon, ils le disent pas dans le post, mais on s'en doute. Ils sont locataires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires de leurs biens. Et ils ont également un crédit à la consommation et ils ont 0 apport. Donc, vous comprenez tout de suite que les choses peuvent potentiellement mal tourner parce que leur situation financière n'est pas du tout solide. Et donc, le couple va acheter donc leur maison via les ventes aux enchères, donc ils sont adjudicataires, ils passent le délai de 10 jours, donc ils sont adjudicataires définitifs. Ensuite, ils se retournent vers la banque pour dire, ben voilà, on est maintenant adjudicataire, comme convenu, s'il vous plaît, veuillez nous financer. Malheureusement, la banque revient vers eux en disant que la société de cautionnement a refusé de garantir le bien qu'ils ont acheté. Donc le bien est refusé. À partir de ce moment-là, quand je regarde sur le forum, les personnes en fait disent que en fait il leur restait 20 jours pour trouver le prêt. Donc ils ont fait appel à un courtier pour aller chercher d'autres types de prêts. Mais par contre, on n'a pas la suite. On ne sait pas s'ils ont réussi à obtenir un prêt au bout de ces 20 jours, ce qui est très court. C'est-à-dire qu'en 20 jours, déjà le temps de trouver la banque, une autre banque, le temps d'envoyer les différents documents, d'expliquer le projet, etc. Concrètement, en 20 jours, il est très peu probable qu'ils ont pu trouver un prêt et donc finalement, ils se sont retrouvés finalement dans une situation où ils ont acheté un bien, ils n'ont pas pu le financer.
Donc, une fois de plus, on voit que voilà, c'est une histoire tragique. Maintenant, voyons ce qu'ils auraient dû faire pour éviter d'arriver à cette situation. Premièrement, ce que j'ai à dire par rapport à ça, comme je l'ai dit un peu plus haut, pour moi, au début, ils ont bien fait les choses. Mais il leur manquait un certain élément, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été voir leur banque et que la banque a dit on vous suit, allez-y, on sera derrière vous, ils auraient dû demander ce qu'on appelle un accord de principe. Un accord de principe, c'est un document qui dit que la banque s'engage à vous suivre et la banque signe sur ce document. Donc là, dans ce cas-là, s'ils avaient eu l'accord de principe, la banque n'aurait pas pu se sortir de cette situation comme ils ont pu comme ils ont pu le faire avec ce jeune couple. Un autre point également, quand je vois crédit à la consommation, quand je vois pas d'épargne, aucun apport, je me dis que ces personnes-là n'ont pas respecté ce que j'appelle moi les règles d'hygiène. Les règles d'hygiène pour assainir ses comptes. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans un investissement immobilier, ce que je préconise toujours, c'est d'avoir un compte clean. Ce que j'appelle un compte clean, c'est qu'il n'y a pas déjà de prêt à la consommation ou de prêt revolving. J'appelle ces prêts, ce sont des mauvais prêts parce que ils montrent tout simplement que vous avez mis de l'argent, vous avez acheté quelque chose qui perd de la valeur et que vous continuez à payer une dette sur cette chose qui perd de la valeur. Alors qu'un bon prêt, c'est un prêt qu'on va contracter pour acheter un bien qui prend de la valeur. Typiquement, acheter une maison ou je sais pas moi, ou une œuvre d'art, ça c'est un bon prêt parce que c'est quelque chose qui va prendre de la valeur au fur du temps. Et ça montre tout simplement au banquier que vous ne savez pas gérer votre argent. L'autre point, c'est le fait de ne pas avoir d'épargne. Si vous voulez acheter aux enchères, essayez de vous constituer une épargne. C'est vrai qu'il est possible d'acheter aux enchères sans apport, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'il y a des frais qui tombent lorsque vous êtes adjudicataire, même si la banque vous finance. Donc, le fait d'avoir aussi un apport et de l'épargne montre à votre banquier que vous savez gérer votre argent. Et ça, c'est un signe assez fort. Et également, c'est un signe assez fort pour la société de cautionnement. Et aussi, je vais vous donner aussi une autre règle d'hygiène à appliquer, c'est 6 mois avant d'acheter aux enchères, assurez-vous que vous n'avez pas d'incident de paiement. C'est-à-dire que assurez-vous que si admettons vous avez un prêt qui est en cours, que vous n'avez pas manqué une échéance, parce que ça aussi ça va décrédibiliser votre dossier. Donc là, on a vu que l'accord de principe, qu'il fallait chercher l'accord de principe, qu'il fallait appliquer certaines règles d'hygiène, et aussi l'autre point aussi qui a attiré mon attention, c'est le fait que ce n'est pas la banque qui a refusé le financement, mais c'est la société de cautionnement, c'est-à-dire la société qui va garantir le prêt. Donc, dans la plupart des cas, c'est Crédit Logement, mais ce jeune couple-là aurait dû quand même faire une demande auprès de la banque si la banque pouvait prendre la maison en hypothèque au lieu d'aller chercher un cautionnement auprès d'une société externe. Donc là, c'est un point que je comprends pas dans leur poste, ou peut-être que tout simplement la conseillère n'était pas au courant qu'on pouvait faire une hypothèque sur la maison. Le dernier point, c'est que dans le pire des cas, s'ils n'arrivent pas à avoir, s'ils n'ont pas réussi à avoir leur financement, s'ils ont acheté le bien au bon prix, c'est-à-dire en dessous des prix du marché, et que le bien à la fin est remis aux enchères, il est fort probable que que les enchérisseurs achètent le bien soit au même prix, voire même au-delà du prix acheté par ce jeune couple. Et donc, dans ce cas de figure, ils vont pas avoir d'argent à sortir de leur poche. C'est comme si, ils n'allaient pas perdre d'argent ou ils n'allaient pas être endettés. Donc, j'espère en tout cas pour eux qu'ils avaient acheté le bien en dessous des prix du marché. Et donc, dans ce cas-là, ils n'ont pas de souci à se faire, même s'ils n'ont pas eu le financement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez appris des choses, si vous aimez le contenu, likez, partagez, abonnez-vous.
Et comme je le dis souvent, avant de vous lancer aux enchères, formez-vous. Les enchères, on peut faire énormément d'argent dans ce circuit, mais si on n'est pas formé, on peut en perdre énormément beaucoup. Donc sachez qu'il y a toujours la formation d'1 heure gratuite qui est disponible en dessous de la vidéo, mais également, comme certaines personnes le savent déjà, nous venons de mettre en place et de développer notre programme Enchères Millionnaires Système qui va un peu plus loin que la formation gratuite, où tout simplement on vous partage notre propre méthode, on vous partage les outils qu'on utilise, on vous partage les templates et les modèles qu'on utilise pour échanger avec les avocats, avec les banquiers, nos astuces pour nous positionner sur des biens où il y a très peu d'enchérisseurs, etc., etc. Si ça vous intéresse, le lien est également en dessous de la vidéo. Mais sachez que cette formation, ce programme de formation, pour être transparent, ne sera disponible que sur une courte période, tout simplement parce qu'on veut limiter la diffusion de notre méthode à un petit nombre de personnes, car en fait on va tout simplement former nos futurs concurrents. Donc les personnes qui vont acquérir cette formation seront nos futurs concurrents lors des ventes aux enchères, d'où le fait que le prix augmente en fait régulièrement jusqu'au retrait final de la formation. Voilà,